Bonjour à tous, je suis Franck Sebag et je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast qui cherche à mieux comprendre comment se construisent les plus belles histoires de la French Tech. Si nous nous intéressons à ces histoires, c'est qu'elles ne sont pas le fruit du hasard. Elles naissent d'une alchimie complexe où se mêlent des idées, de la chance, du courage et du talent. Ce sont des aventures humaines où le sentier passe parfois par des hauts, parfois par des bas, et où les sommets s'atteignent en équipe. Toutes sont uniques et toutes sont riches d'enseignements. Après avoir écouté les entrepreneurs raconter leurs belles histoires entrepreneuriales, nous avons souhaité donner la parole plus largement aux acteurs de la French Tech pour cette nouvelle saison. J'ai ainsi le plaisir d'accueillir Clara Chapaz, récemment nommée directrice de la French Tech, qui nous parlera de son parcours et de ses ambitions pour faire émerger de nouveaux champions tricolores du numérique. Quel bilan tiré de ces dernières années ? Comment se porte la French Tech en ce début 2022 ? Comment se positionne la French Tech vis-à-vis de ses voisins européens ? Quelle ambition pour les années à venir ? Nous explorerons ces questions avec Clara au cours de cet épisode. Vous écoutez Growfast Now What, le podcast qui donne la voix aux acteurs de la French Tech. Aujourd'hui, on a près de 1 Français sur 2 qui utilise les services et les produits des startups tous les jours. L'innovation ne sera pas, et la souveraineté de cette innovation technologique ne sera pas complète tant qu'on ne pourra pas créer aussi des géants dans la deep tech. On essaye de pouvoir ouvrir les portes de l'entrepreneuriat à tous. Qu'on habite à Perpignan, Lyon, San Francisco ou Sao Paulo, il y aura toujours des entrepreneurs de la French Tech prêts à vous accueillir, prêts à vous aider. Et c'est ça aussi la puissance de la French Tech, c'est cette solidarité. Bonjour Clara. Bonjour Franck. Donc, je suis très heureux de pouvoir échanger avec toi. De même. Tu viens d'arriver dans cette mission French Tech et on est avide d'avoir en fait un petit peu ta vision de ce segment. Avant de commencer, peut-être pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux te représenter ? Voilà, tu vas faire ton propre pitch. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Qu'as-tu fait avant ? Et qu'est-ce qui t'a amené en fait à venir travailler pour la mission French Tech ? Je vais peut-être commencer par là. La mission French Tech, pour moi, c'était vraiment une volonté d'avoir un engagement au service de l'écosystème. Après plusieurs années passées au sein même des startups, j'ai travaillé dans des startups aussi bien en Asie du Sud-Est, à Hong Kong, Bangkok, puis Singapour, pendant à peu près 5 ans. Aux États-Unis, j'ai monté mon projet entrepreneurial alors que j'avais repris des études, j'avais fait un MBA. Et ensuite, au Royaume-Uni, j'étais rentrée en France pour rejoindre Vestiaire Collective. Vestiaire Collective, c'est une des grosses scale-up françaises, une plateforme de marché d'occasion sur les habits, accessoires, etc. J'avais envie de me dire, OK, j'ai appris toutes ces choses dans tous ces écosystèmes différents, à des stades différents, petite start-up, grande start-up, scale-up. Comment est-ce que je peux aller plus loin en utilisant finalement toutes ces compétences pour aider l'écosystème tout entier, et c'était ça ma démarche avec la French Tech. Super, donc du coup on voit bien que ton parcours t'a amené en fait à ce chemin, et on voit bien que d'ailleurs la French Tech est en train de encore plus grandir. Si on revient sur la mission French Tech, quelle est ta feuille de route ? En gros, la French Tech, la mission French Tech sert à quoi ? Quelle est l'ambition de cette mission ? Comment tu vois cette feuille de route qui t'a été donnée ? Donc, la mission French Tech, c'est une administration qui est au sein du ministère de l'économie et des finances, qui a été créée en 2013. Donc, finalement, à une époque où on n'avait pas forcément toute l'explosion des startups de la French Tech qu'on peut voir aujourd'hui. Donc, c'était assez novateur, assez précurseur. Donc, on rappelle 2013, pour donner un petit peu d'informations, l'année 2014, on a eu 890 millions d'euros en fait investis dans la French Tech. Aujourd'hui, on est à 12 milliards. Voilà. Exactement. Voilà. Pour donner la mesure de la chose. On a eu les premières licornes avec Criteo, Blablacar dans ces années-là, mais voilà, une très belle levée, c'était en effet 20 millions. Un très gros tour de table. Bon, on est sur des levées aujourd'hui autour de 500 millions d'euros. Donc, il y a eu un vrai passage à l'échelle. Et la volonté était toute simple, en fait. C'était de dire comment est-ce qu'on peut travailler tous ensemble, l'État, les fonds d'investissement, les startups, pour créer cet écosystème, pour le soutenir et pour lui permettre d'éclore. Et pour reprendre mon histoire personnelle, moi, je pense que c'est ça aussi qui m'anime dans cette mission, parce que à l'étranger, on rencontre souvent des gens... D'ailleurs, souvent les Français qui disent « Ah oui, en France, c'est comme ci, c'est comme ça, on peut pas vraiment entreprendre. Moi, je suis partie parce que c'est tellement plus simple ailleurs et ceci et cela. » Mais c'est pas vrai.
Et je pense que tout l'effort qui a été mis via la mission French Tech, via aussi la création de la BPI, qui a été créée au même moment, 2013 aussi, a montré que, en fait, avec une volonté commune, en alignant finalement le travail de chacun, que ce soit l'État, les entrepreneurs qui, bien sûr, sont les premiers à travailler sur ces sujets, les financements, etc., on peut arriver à faire de très, très grandes choses très vite, parce que finalement, en quelques années, on a vu une explosion assez incroyable de cet écosystème. Donc la mission du coup, c'est une donc comme tu l'indiques, c'est une administration qui a pour vocation d'accompagner un mouvement qui est lancé. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelles sont les actions concrètes? En tout cas, qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus que tout ce qui existe en tant qu'administration? Donc concrètement, on est une équipe d'une 15aine de personnes à Station F, ici, au service donc de l'écosystème de la French Tech, avec depuis le début vraiment cette vision que tout d'abord, il faut créer une marque. Pourquoi une marque? Parce que si on veut exister sur la scène internationale, et c'est important pour des raisons d'attractivité, c'est important pour des raisons d'attractivité de talent, de financement, de rayonnement, il faut qu'on puisse être reconnaissable. Et donc c'était cette idée un peu folle d'avoir même un nom anglais, la French Tech. C'est vrai que c'était pas gagné à l'époque. Je pense pas. C'est assez novateur. J'étais pas là, mais je pense qu'il y a eu de grandes discussions dont j'entends parfois parler. Donc créer un écosystème qui est reconnaissable, qui rassemble, et surtout rassembler cet écosystème sous cette bannière commune. Donc toutes ces opérations d'attractivité continuent aujourd'hui dans l'organisation de grands salons comme le CES en partenariat avec Business France, dans des campagnes d'attractivité comme la dernière qui s'appelait Welcome to la French Tech, qui a mis à disposition tout un dispositif de vidéo pour vraiment montrer ce que c'est la tech en France, mais aussi des dispositifs de politique publique très pertinentes et très puissantes comme le French Tech Visa, qui permet d'attirer les talents et de leur faciliter leur implantation en France. Donc ça, c'est toute l'attractivité. La deuxième partie de ce qu'on fait, c'est tout le déploiement des réseaux French Tech sur le territoire français et d'ailleurs aussi à l'international, via ce qu'on appelle les communautés et capitales French Tech. Donc c'est tout un réseau d'associations indépendantes qui portent la French Tech, qui animent les écosystèmes, qui rassemblent, qui facilitent la vie des entrepreneurs où qu'ils soient. Et là-dessus, je crois que vous avez un fonds qui permet justement de financer des lieux... Exactement, le Community Fund, qui permet de financer des appels à projets donc portés par ces associations. Il y a une 50aine d'associations sur le territoire et une 60aine à l'étranger. Donc, c'est un dispositif qui est assez massif et qu'on habite à Perpignan, Lyon, San Francisco ou Sao Paulo. Il y aura toujours des entrepreneurs de la French Tech prêts à vous accueillir, prêts à vous aider. Et c'est ça aussi la puissance de la French Tech, c'est cette solidarité. Donc, nous, on encadre cet écosystème, on le soutient financièrement, etc. Et enfin, on a toute une brique d'accompagnement direct des entreprises avec nos programmes que certains connaissent maintenant comme le Next 40 ou le French Tech 120. D'ailleurs, la nouvelle promotion devrait être bientôt annoncée. Je me permets un petit teasing. Donc, ces programmes, au-delà d'un label qui est important pour la reconnaissance, pour la visibilité, c'est aussi un accompagnement concret avec, dans l'équipe de la mission French Tech, ce qu'on appelle account managers qui sont à disposition des startups et qui vraiment les accompagnent au quotidien sur toutes les problématiques qu'ils pourraient avoir liées à l'État administrative, avec un réseau de correspondants French Tech. Il y a une 60aine de personnes dans toutes les administrations, l'URSSAF, Pôle emploi, et j'en passe, tous les ministères. Et donc, on fait vraiment le lien avec toujours cet état d'esprit de se dire comment on travaille ensemble, comment est-ce qu'on peut simplifier la vie des entrepreneurs pour que eux se concentrent sur leur business, là où ils peuvent apporter le plus de valeur ajoutée. Ok, donc on comprend bien en fait tout l'intérêt d'avoir cette mission aujourd'hui. Si on revient un petit peu sur la French Tech 2021, parce qu'on est encore au moment des bilans, donc on a vu en fait une forme d'explosion. Donc les montants d'investissement, on le disait tout à l'heure, on est à 11,6 milliards, donc c'est une croissance quasiment de x2 par rapport à l'an passé. On voit que les tours de table ont explosé, 12 nouvelles licornes. Quelle est ton analyse sur 2021 et surtout quelles sont les perspectives de la French Tech pour 2022, parce qu'on en est là aujourd'hui? Je pense que 2021, ça a été vraiment l'année du passage à l'échelle de l'écosystème, qui s'est pas construit en un an. C'est le résultat d'une action qui a été entreprise depuis bien plus longtemps que ça. On a parlé de la date de création de la mission French Tech, de la BPI, etc. Et surtout du travail incroyable qui a été fait par nos entrepreneurs, qui nous sont reconnus. D'ailleurs, à l'international, on a des entrepreneurs très talentueux, notamment sur toutes les dimensions techniques, donc qui ont beaucoup œuvré pour porter des projets d'innovation et qui en plus aujourd'hui sont arrivés à un moment où
grâce à tout le travail d'attractivité qui a été fait, grâce aussi à la simplification, la facilitation de toute la dimension économique d'une start-up. Je pense à l'introduction de la flat tax à 30%, au mécanisme des BSPCE, qui est un des plus attractifs en Europe, à la baisse des impôts sur les sociétés. Enfin, il y a eu beaucoup de mesures mises en place pour favoriser cet écosystème, couplé à une dynamique d'attractivité qui a permis l'arrivée de fonds comme il n'y en avait pas eu auparavant. Pourquoi c'est important ? Non pas seulement parce que ça crée des jolies licornes et que c'est une mesure finalement assez facile à suivre dans le temps, mais parce que ce financement, il est extrêmement important quand on a des ambitions. On est sur un marché, la France, qui est de taille relativement modérée. Donc très vite, si on veut construire un géant, il faut aller à l'international. Et aller à l'international, ça coûte très cher parce qu'il faut recruter des équipes, créer une marque, augmenter toute la dimension de son projet. Et c'est ça que permettent aujourd'hui ces levées de fonds. Et je pense que l'année 2021 a cristallisé tout ça et 2022 finalement part encore plus fort, avec dans les 15 premiers jours quasiment l'intégralité des fonds qui avaient été levés en 2016 avec près de 2 milliards d'euros. Donc on voit ce passage à l'échelle, et des entreprises comme Conto, Spendesk, Encore Store, mais aussi Exotech, qui est notre première licorne industrielle qui travaille sur la robotique, qui ont aussi elles atteint ce fameux statut de licorne et qui ont permis d'atteindre l'objectif qui avait été fixé en 2019 pour 2025. Dès 2022, c'est l'objectif d'atteindre 25 licornes en France à la French Tech. Et donc si on peut se féliciter en fait de ces performances, et pour autant, et en même temps, on a en fait l'Angleterre, l'Allemagne qui continuent à caracoler en tête en Europe. Alors pour peu que l'Angleterre soit encore dans l'Europe, mais qu'importe. En tout cas sur le monde de la tech, il n'y a pas de différence. 32 milliards en fait levés par les startups anglaises, 17 sur l'Allemagne. Quelle est ton analyse là-dessus en fait ? Qu'est-ce qui manque ? On en parlait juste avant le début de l'enregistrement. Le problème, c'est que quand ça va vite partout. Et donc, pour rattraper un retard, même si on est en hypercroissance, il faut être doublement en hypercroissance. Alors, comment faire pour... alors, même si les écarts sont assez faibles avec l'Allemagne, pour mémoire, sur la partie capital risque, hors gross equity, il n'y a que 500 millions d'écarts, ce qui, c'est 6 milliards en gros pour le venture en Allemagne et en France. Et on a 5 ou 6 milliards sur le gross equity en France. Qu'est-ce qui manque ? En tout cas, qu'est-ce qu'il faut faire en plus ? Quels sont peut-être les segments qu'il faudrait réinvestir ou mettre plus en avant pour arriver à une suprématie globale en Europe et encore plus peser au niveau international ? Je pense que cette question, elle est fondamentale. On me demande très souvent en ce moment, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est pas un peu fou ? Et en fait, quand on remet les choses en perspective, on est face à un rattrapage. Et ça, il faut en rester conscient parce que on peut et on doit se féliciter. C'est déjà très bien. Et je pense que on ne peut que féliciter ces entrepreneurs qui portent ces projets d'envergure aujourd'hui. On a cité quelques-uns. Mais oui, quand on se compare à nos voisins, on n'est que sur un effet de rattrapage. Et on n'a même pas encore cité les chiffres américains où il y a plus de 500 licornes, 300 milliards d'euros qui ont été levés l'année dernière. Et comme ces levées sont importantes pour créer ces géants, c'est quand même des chiffres à garder en tête. Qu'est-ce qui déjà, je pense, est positif ? Ce qui est positif, c'est que on est sur un secteur qui est très dynamique, on est sur un secteur en rattrapage et qui, au-delà des chiffres purement financiers de valuation que sont les licornes et autres, crée énormément d'emplois. On a à peu près 1 million de personnes aujourd'hui qui travaillent dans la French Tech de manière directe ou indirecte. Ce chiffre devrait doubler d'ici 2025. Donc ça, c'est forcément quelque chose dont on ne peut que se réjouir. Et on est aussi sur un secteur qui est vraiment rentré dans le quotidien des Français. On n'est plus sur des petites entreprises de tech qui finalement travaillent sur des problématiques d'innovation très importantes, mais qui toucheraient un secteur de niche. Aujourd'hui, on a près de 1 Français sur 2 qui utilise les services et les produits des startups tous les jours, quotidiennement. Donc, on voit qu'on porte des innovations du quotidien qui aident les Français. Je pense bien sûr à Doctolib, qui a été très sollicité pendant la crise. Je pense à Lydia pour les paiements du quotidien, mais aussi qui aident les entreprises à elles innover. Donc, finalement, tout l'écosystème bénéficie de ces innovations. Par exemple, Conto avec la paix, etc. Mais pour revenir à qu'est-ce qu'il faut faire de plus, parce qu'on a envie de soutenir cette innovation, on a envie que ces entreprises puissent continuer à créer des emplois, à créer des nouvelles innovations pour les Français, que ce soit des entreprises ou des individuels. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense que déjà, il ne faut pas se dire qu'on est arrivé.
ça serait une vraie erreur, parce que 26 licornes, c'est très bien, mais c'est loin d'être la fin. Tu l'as indiqué, en fait, on a 1000 licornes au 31 décembre, 500 aux États-Unis, on en a à peu près 250-300 en Chine, et c'est vrai que l'Europe, alors c'est pour commander, on a une centaine pour faire court. Complètement. Et puis moi, il y a un chiffre qui souvent me dérange, en tout cas m'interroge. On a sur les 10 plus grandes entreprises publiques, donc cotées de la planète, on a quand même 8 entreprises de la tech. C'est énorme, ces entreprises qui pour la plupart sont nées dans ces 20 dernières années, hein, donc on parlait d'à quel point les choses vont vite, c'est quand même un signe. Aujourd'hui, il n'y en a pas une seule française, il n'y en a pas une seule européenne. Donc, il y a vraiment encore une place à aller chercher. Et comme on le voit, les choses peuvent aller très vite. Donc, c'est pas du tout perdu. On a la capacité de créer ces géants, nous aussi. Mais il va falloir réfléchir à des nouvelles problématiques qui sont, par exemple, la croissance externe, les acquisitions. On voit Doctolib a annoncé une acquisition la semaine dernière avec Tanker. On a de plus en plus d'entreprises françaises de la tech qui se lancent dans ce genre de problématiques, mais c'est des problématiques nouvelles. Donc, qui posent un certain nombre de questions, d'expérience, d'expertise, d'accompagnement. Les problématiques d'entrée en bourse. OVH et Believe sont rentrés l'année dernière. OVH, après quelques semaines de cotation, est rentré au SBF 120. C'est un très, très bon signal, mais c'est le début. Comment est-ce qu'on continue à structurer ce marché boursier européen? Comment est-ce qu'on fluidifie, on le facilite? Et d'ailleurs, là-dessus, en fait, ce que l'on dit souvent sur l'écosystème de la French Tech, c'est qu'une des faiblesses aujourd'hui, donc on va parler de ce qu'il faudrait faire, ce qu'on analyse assez facilement, d'ailleurs, par rapport aux écosystèmes anglais ou américains, c'est le sujet de la sortie de l'exit, le fameux exit. Donc, tu cites en fait les introductions en bourse en France, celles qui peuvent avoir lieu aussi sur les marchés américains. Et il y a le sujet aussi des corporates qui peuvent de temps en temps se rapprocher et racheter des startups ou des scale-up. Là, clairement, en France, on a cette attente. C'est-à-dire que globalement, on a parlé de Content Square, on a parlé de Voodoo, donc ça arrive un petit peu, on y arrive, mais ça, c'est un enjeu qui est quand même très important. Ouais. Complètement. Donc, il va falloir continuer à se projeter beaucoup plus loin. J'ai confiance parce que quand je rencontre les patrons de nos gros scale-up, de nos licornes, c'est pas des gens qui ont envie de s'arrêter là. Ouais, et ça, je crois que on peut que en être fier et que les soutenir. C'est vraiment des personnes qui ont une très forte ambition. Donc ça, c'est le 1. Le 2, on a un enjeu qui finalement est aussi un enjeu de performance, c'est celui de la diversité. Pourquoi on va pas ressortir les énièmes études sur le sujet, mais plus de diversité, c'est plus de performance. Aujourd'hui, ça a été prouvé. On est sur un secteur qui n'est pas très divers. Et ça, c'est, je pense, un des enjeux majeurs, qui n'est pas très divers en fonction du genre. On a seulement une fondatrice sur 10 qui est une femme. Dans nos startups, qui n'est pas très divers d'un point de vue du milieu social. À peu près 70% des gens qui travaillent dans les startups, pas les fondateurs, ont un bac plus 5, voire plus, grande école, etc. Et qui n'est pas très divers d'un point de vue géographique. On a parlé des écosystèmes et des capitales French Tech. On porte cet effort, on soutient le déploiement de la French Tech sur tout le territoire, mais aujourd'hui, on a encore quelques limitations comme le financement, avec 82% du financement des fameux 11,7 milliards qui ont eu lieu en région parisienne, alors que 50% des entreprises ne sont pas créées en région parisienne. Alors, donc il y a si on s'arrête sur ces trois points qui sont très importants, commençons par le dernier sur la problématique régionale. C'est vrai que lorsqu'on analyse les chiffres, d'ailleurs dans notre baromètre, c'est ces chiffres qu'on cite, plus de 80%, et c'est historique, ça fait longtemps que c'est comme ça. Ce qui se passe aussi, ce qu'on analyse, c'est que sur une grosse partie de ces chiffres, beaucoup viennent de grosses levées, de levées à plus de 100 millions d'euros. Et sur les levées à plus de 100 millions, il y en a eu 22 cette année. Sur les 22, il y en a 18 qui sont lidés par des fonds étrangers. Et lorsqu'on discute avec les fonds étrangers, beaucoup nous disent, moi j'adore la France parce que en fait, en étant à Paris, j'ai accès à tout. Et finalement, quand on regarde les classements Startup Genome, etc., de la place de Paris dans l'écosystème, le fait d'être aussi visible nous donne aussi en fait un atout. Donc c'est vrai que c'est un difficile équilibre de dire que peut-on faire pour avoir des écosystèmes en dehors de Paris qui sont résilients tout en n'affaiblissant pas en fait la place de Paris. Je pense qu'on a une grande chance finalement en France par rapport à d'autres marchés.
c'est quelque part la taille de notre marché, qui fait que finalement, on peut avoir une dynamique territoriale très puissante, la taille et la connectivité. Parce que quand on va aux États-Unis, pour faire Boston-New York, ça prend un tout petit peu plus de temps ça prend même 2 fois plus de temps que de faire Paris-Marseille. Donc, on a finalement un écosystème qui est très soudé d'un point de vue territorial et qui peut permettre de créer ces pôles d'attractivité sur tout le territoire. Et d'ailleurs, on le voit, hein, aujourd'hui, on a des entreprises comme Back Market qui ont délocalisé leur siège à Bordeaux après avoir ouvert un bureau, donc depuis le 1er janvier. Et cette dynamique, on la voit aussi dans des villes comme Nantes avec Doctolib, on la voit sur tout le territoire. Et finalement, c'est une force pour la France parce que ça permet de créer de l'emploi et justement de la diversité sur tout le territoire et d'accéder à des pools de talents qui sont pas forcément uniquement concentrés à Paris. Après, qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à cet enjeu d'attractivité, notamment internationale? Je pense qu'il y a finalement aussi un nouveau monde. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment besoin d'être tous au même endroit, dans le même bureau. Et ça aussi, c'est une grande force. Si on parle par exemple avec le fondateur de Swile, Loïc Soubéran, il dit que pour lui, que son headquarter était à Montpellier ou à Paris, finalement, ça n'a rien changé dans sa levée de fonds. Parce que aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus digitales. Et tant qu'on fait rayonner la tech française, bien sûr, que ce soit Paris, Montpellier ou Lyon, c'est un peu la même chose. Et si on s'intéresse, alors tu as évoqué dans les trois éléments la diversité. Donc c'est vrai, alors dans toutes nos études en fait, la place des femmes CEO, quels que soient d'ailleurs les segments TPE, PME, ETI, on est toujours aux alentours de 9-10%. Voilà, c'est. Mais cependant, quoi, le raisonnement que l'on a nous souvent face à cette problématique, on se rend compte que c'est aussi un sujet dans l'éducation et dans les écoles. Et donc on fait pas mal de stats puisqu'on nous aussi on recrute beaucoup et on essaye de vraiment de maintenir cet équilibre. On se rend compte que dans les écoles de commerce, alors que c'était équivalent, on recommence à avoir un déséquilibre 60-40 hommes-femmes. Donc ça a rebasculé alors que c'était pas le cas il y a quelques années. Et là, clairement, le vrai sujet, si on passe en fait de tout ce qui est autour des mathématiques, des sciences, alors là, en fait, la complexité, elle vient du fait aussi que si on considère que les segments les plus porteurs aujourd'hui, on l'a vu cette année, c'est la fintech, ça va être donc des sujets un peu tech. Bah, si en fait dans les écoles d'ingé, ou en tout cas dans les universités qui forment nos futurs start-upers, on a 80% d'hommes. On aura beau faire des actions au niveau des entreprises, on va pas pouvoir résoudre le problème. Donc, quelle action vous avez au niveau de l'éducation? Parce que finalement, c'est peut-être là que ça se joue. Alors là où je vous rejoins complètement, c'est que la problématique des femmes, elle se prend en effet à la source, et c'est une problématique qui est assez complexe parce que il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Il y a bien sûr l'orientation et l'éducation. Comment on fait pour pousser plus de femmes vers les voies scientifiques? C'est un vrai sujet parce que s'il y a moins de femmes qui choisissent les matières scientifiques, il y a forcément moins de femmes qui vont monter des boîtes scientifiques, etc., etc. Et les chiffres, je crois, sur les matières scientifiques, c'est moins de 15%. De femmes dans des études scientifiques. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être réfléchies aujourd'hui. Il y a rien à annoncer, mais c'est vrai que c'est aussi une question finalement qui est le deuxième enjeu, mais qui est reliée à l'éducation. C'est la question de biais culturels et d'autocensure. Quand une grande partie des matières scientifiques sont optionnelles, je pense notamment aux nouvelles matières numériques, etc., c'est plus dur peut-être pour une femme d'aller choisir ces matières parce que culturellement, on se fait des images que les métiers scientifiques, c'est pour les hommes et les métiers de plus marketing sont pour les femmes. Donc, je pense qu'il y a une vraie sensibilisation, une orientation. Ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau, c'est de jouer sur les rôles modèles, montrer que oui, c'est possible d'être une femme et de lancer une boîte qui va réfléchir à comment on avance sur le cancer, comme Céline Lazorte qui a annoncé hier une levée de fonds avec Résilience, ou un SaaS à destination des B2B, comme Kitri, la fondatrice de Skello. Donc, on voit c'est quand même ces nouveaux modèles qui commencent à émerger, et je pense qu'il y a un vrai rôle collectif de les mettre en avant, de montrer que c'est possible, de rassurer pour pouvoir entraîner et créer finalement cet effet d'orientation et pousser les femmes à elles-mêmes se lancer dans ces études. Ensuite, ça c'est en amont. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire. En aval, qu'est-ce qu'on fait, nous, la French Tech? On a des partenariats avec des dispositifs comme les associations Sista, que vous connaissez peut-être, sur le sujet du financement, qui est aussi pour beaucoup une histoire de biais culturel. Donc, bien qu'il y ait de plus en plus de femmes dans les fonds d'investissement, donc d'ailleurs dans le collectif Sista, on retrouve beaucoup de VC femmes qui sont autour de la table. Donc là aussi, ça change un petit peu. Même si, parce qu'en fait, le biais que l'on a sur les chiffres de levée,
en fait, souvent, je vois ces chiffres en disant, il n'y a que 10% des femmes qui lèvent de l'argent. Mais comme, en fait, il n'y a que 10% des femmes qui sont aussi entrepreneurs, il y a peut-être un petit biais. Et en fait, c'est vrai qu'il faut faire exploser ce sujet-là et accélérer. Mais globalement, il y a une action qui est forte là-dessus. Complètement. Mais qui finalement ne fait aussi que commencer. Ouais. Une action de sensibilisation, une action aussi de formation. Donc, Sista fait des super choses et nous, on les soutient avec le fameux Community Fund sur certains des projets pour rassembler les entrepreneurs, les former à la levée de fonds, qui est aussi une question parfois de biais culturel, comment on se positionne, comment on se vend, etc. Et ensuite, donc, on a parlé orientation, on a parlé financement. Et je pense qu'il y a un des derniers sujets sur le sujet de la diversité de genre, c'est le sujet de la maternité, où il y a eu des beaux progrès faits avec l'introduction du congé paternité à 28 jours. Mais est-ce que ça va assez loin? Je ne sais pas. Et c'est vrai qu'on rentre souvent à l'âge où on veut lancer une boîte, où on est prêt à lancer un projet entrepreneurial, où il faut prendre des risques. Aussi à un âge où les femmes se posent certainement des questions sur leur vie personnelle. Et je pense que là aussi, il y a beaucoup d'éducation à faire, de montrer que c'est possible, de rassurer et de mettre en place les conditions pour que ça se passe bien. Très bien. Si on continue en fait sur ces perspectives et les manières d'améliorer en fait l'écosystème, on a évoqué aussi un sujet en fait qui revient pas mal en discussion, de dire finalement à force de ne parler que des licornes, on en oublie en fait la création, l'amorçage. Donc on a beaucoup ces sujets qui sont souvent c'est ce qui fait le plus de bruit. On en parle plus et pour autant quand on regarde les chiffres des levées de fonds en France en 2021 par rapport à 2020, on se rend compte que les premiers tours de table, donc l'amorçage des séries A, progressent aussi très fortement. Là-dessus, quelle est votre attention plus spécifique pour mettre en avant le premier le premier échelon de l'écosystème qui est d'abord de passer en fait du stade de projet au stade d'entreprise? Je pense que là-dessus, et pour reboucler au sujet de la diversité, on a un écosystème d'amorçage qui est assez solide et dynamique en France. Je crois que le chiffre, c'est à peu près 700 startups créées par an. Et c'est un des leaders dans le monde européen. Le UK est au-dessus, mais c'est au-dessus de l'Allemagne, par exemple. Donc, c'est un écosystème qui est très dynamique, qui permet de créer énormément de projets. Finalement, historiquement, c'était aussi notre force, cet écosystème d'amorçage, et c'était plutôt sur les late stage, donc les étapes d'après, qu'on avait une certaine faiblesse qui aujourd'hui se voit compensée. Par contre, pour revenir au sujet de diversité, c'est encore une fois là, je pense, où il y a des vrais enjeux de diversité et comment est-ce qu'on peut amener tous les talents finalement qui ont des idées, qui ont une envie entrepreneuriale à pouvoir se lancer. Nous, ce qu'on fait avec la French Tech, notamment sur cette thématique de l'amorçage, c'est le programme French Tech Tremplin. Qui est un programme qui sollicite un grand appel à projet à des populations qui sont soit réfugiées, soit bénéficiaires du RSA, qui habitent dans les quartiers prioritaires de la ville, donc des populations qui peut-être n'ont pas les réseaux que peuvent avoir les populations de grande école pour se lancer, n'ont pas forcément, ne sont pas proches du monde de la technologie, mais qui ont des idées, qui ont des envies d'entrepreneuriat. Et on sélectionne 300 à 400 lauréats par an, d'abord dans une phase d'accompagnement vraiment au moment de l'amorçage, comment est-ce qu'on construit un pitch, comment on construit un business plan, etc. Puis ensuite, il y a une phase 2 où un certain nombre de lauréats, 300, 400 lauréats, sont accompagnés par des incubateurs partenaires. Station F est l'un d'entre eux, mais il y a des incubateurs partenaires sur tout le territoire, il y en a à peu près 120, pendant 1 an. Et donc, ils ont à la fois une bourse qui leur permet de couvrir leurs frais d'amorçage, mais aussi cet accompagnement et ce mentorat qui est très important pour justement ouvrir des portes, pouvoir faire un partage d'expérience, et ce qui est souvent ce qui manque à ces populations qui ont envie de se rapprocher du monde de la tech. Donc, il y a beaucoup à faire grâce à des programmes comme ça, et on est accompagné par des super associations comme Diversité ou comme Les Déterminés. On essaye de pouvoir ouvrir les portes de l'entrepreneuriat à tous. Ok. Un sujet aussi qu'on n'a pas encore abordé dans les éléments de différenciation et en tout cas les éléments d'amélioration, il y a le grand sujet de la deep tech. Alors pour la deep tech, c'est tout ce qui ne va pas aussi vite qu'une boîte de logiciels ou de plateforme. Donc c'est vrai qu'il faut beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement.
on a des enjeux scientifiques qui font que ça peut marcher ou ne pas marcher. On se rend compte que, on parlait tout à l'heure des écosystèmes un peu leaders, on se rend compte que donc le pays de comparaison est souvent Israël. On se rend compte que cette Startup Nation a une capacité à passer du stade de recherche dans la deep tech au stade de licorne, y compris dans des sujets très complexes. On voit qu'en Angleterre ou en Allemagne, on a réussi à faire émerger plus facilement, en tout cas, des nouveaux leaders en fait dans la biotech, même si on y sentait ça bouge en France. Sur ce sujet-là de la deep tech, quels sont les enjeux de la mission French Tech? Puisque souvent, quand on entend French Tech, c'est un peu le débat. On l'a eu beaucoup avec pas mal de gens de l'écosystème. Ça sonne pas très biotech, ça sonne pas très deep tech. Et pour autant, je sais que c'est quelque chose qui est stratégique et des annonces ont été faites. Et on a eu la première licorne industrielle qui est Exotech. Voilà. Quelle est votre vision là-dessus? J'allais y venir. C'est le troisième angle de qu'est-ce qu'on peut mieux faire. Donc, on a parlé de continuer à soutenir les scale-up, l'enjeu de diversité. Et le troisième, c'est vraiment la deep tech. Comment on peut créer un écosystème qui est aussi fluide pour ces entreprises. Aujourd'hui, quand on regarde sur les 26 licornes donc à date, c'est surtout des entreprises du numérique. Or, la French Tech, c'est bien plus que le numérique. Et j'ai absolument rien contre les entreprises du numérique. Je connais d'ailleurs très bien de par mon expérience personnelle. Je pense qu'elles font un travail formidable. Elles apportent un certain type d'innovation, mais l'innovation ne sera pas, et la souveraineté de cette innovation technologique ne sera pas complète tant qu'on ne pourra pas créer aussi des géants dans la deep tech. Pourquoi c'est un écosystème qui est plus compliqué? Vous l'avez mentionné, c'est un enjeu finalement de temps. Et de montant d'investissement avant d'avoir un certain retour. C'est un peu comme sur la biotech. On est sur des entreprises qui vont avoir besoin peut-être de 7-8 ans de phase de R&D qui sont assez intenses d'un point de vue capitalistique avant de pouvoir rentrer dans une quelconque commercialisation. Donc, les acteurs du financement actuels sont pas forcément encore très à l'aise avec ces sujets. En plus, c'est des sujets d'expertise bien sûr, qu'il faut connaître. Qu'est-ce qu'on veut faire pour ça? Il y a un plan qui a été annoncé en octobre par le président qui s'appelle France 2030, qui a fléché un certain nombre de secteurs qui sont critiques pour notre économie et notre souveraineté technologique, et critiques juste pour le monde de demain, parce qu'il y a quand même des enjeux très importants qui ne pourront être attaqués que par des innovations deep tech. Je pense bien sûr au changement climatique, avec par exemple les secteurs des nucléaires, des petits réacteurs nucléaires, etc. L'avion vert, tout ça. Et là-dessus, sur les 30 milliards d'euros qui ont été mis à disposition de ce plan France 2030, 50% vont être dédiés aux acteurs émergents. C'est énorme et ça montre, je pense, que on a confiance dans les startups pour apporter des solutions d'innovation sur ces sujets. Donc, qu'est-ce qu'on fait très concrètement, nous, la mission French Tech, pour accompagner le déploiement de ce plan? On a lancé la semaine dernière, lors d'une visite à Lille de Exotech, justement, la licorne industrielle, avec la ministre Agnès Pannier-Runacher et le ministre du numérique Cédric O, un premier plan concernant les startups industrielles, qui est un plan de financement avec 2,3 milliards d'euros à destination de ces startups, mais aussi un plan d'accompagnement. Et ça, c'est la force de la mission French Tech. Donc, à partir de la semaine dernière, les startups industrielles peuvent nous contacter via un guichet unique dans lequel elles peuvent laisser toutes leurs informations sur leurs projets, leur stade de maturité, leurs problématiques. Parce qu'au-delà du financement, on a aussi des très forts enjeux de régulation, bien sûr, ouais. de foncier. Il faut trouver des sites. Bien sûr. Et donc, l'idée, c'est un peu comme ce qu'on a fait finalement avant pour les startups plus numériques. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, l'État, pour simplifier la démarche de ces startups? Donc, concrètement, si je suis start-upper dans le monde industriel ou deep tech, j'ai une capacité, en fait, donc en allant sur le site de la French Tech, ou c'est le site du ministère? Donc, le site de la French Tech. C'est le site de la French Tech, le guichet unique startup industriel. Donc, ça, c'est pour les projets d'industrialisation. C'est à peu près 30% des projets de deep tech. Ok. Mais comment je peux avoir accès? Parce que souvent, la complexité, en fait, de ces écosystèmes, déjà, c'est des écosystèmes, donc du coup, c'est assez imbriqué, c'est assez systémique, et souvent, on ne sait pas à qui s'adresser. Et encore plus, on le dit dans le monde industriel, qui est parfois un peu déconnecté, décorrélé, en fait, de cet écosystème de financement. C'est pas les mêmes financeurs. Et au-delà, en fait, du fait que l'État puisse mettre de l'argent à disposition, c'est à qui peut-on s'adresser? Donc là, on est en train de dire que via la mission French Tech, ça permet de flécher un peu plus ces choses. Voilà. L'idée, c'est ça, c'est de se dire, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'enjeux différents. Comment nous, on peut simplifier? Il y a
un seul guichet, on récolte les informations et derrière, nous, on les dispatche pour toutes les questions de financement, bien sûr, à la BPI, qui est le partenaire et l'opérateur de l'État sur les questions de financement, pour le foncier, à d'autres acteurs, etc. Mais avec l'idée toujours de simplifier les démarches pour les entrepreneurs pour qu'ils puissent se concentrer sur le lancement de leur business. Ça, c'est pour les startups industrielles. On réfléchit aussi et il devrait y avoir, j'espère, quelques annonces dans les prochaines semaines à lancer des programmes dédiés à certaines des verticales de France 2030 pour pouvoir mieux accompagner les startups qui sont souvent finalement en phase beaucoup plus amont que les startups du Next 40 ou du French Tech 120 qui elles, ont déjà atteint un certain stade et donc qui ont des enjeux différents. Donc, il y aura vraiment tout un chapitre sur lequel la mission French Tech va pouvoir apporter des solutions, j'espère. Et au-delà de tout ça, je pense que c'est aussi une question de, finalement, presque un peu de marketing. Vraiment aussi notre enjeu, on a une marque qui est très forte, qui est très reconnue, mais qui souvent est reconnue plus pour le numérique. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on va pouvoir se positionner pour montrer que tous les projets de Startup Tech sont des projets de la French Tech. On est là pour l'ensemble de ces entrepreneurs. Et ça, je pense que c'est un des beaux enjeux. C'est vrai qu'on a le label French Tech, on a French Fab aussi, qui est quelque part dans l'univers. C'est vrai que sur les Life Sciences, même s'il y a des efforts combinés avec la BPI pour faire la promotion en fait de ce segment-là à l'international. Là aussi, j'imagine qu'il y a une réflexion sur la manière, parce que c'est très marketing en fait. On se rend compte que on est face à un marketing financier. On voit que des pays arrivent à mieux marketer que d'autres, et donc c'est un enjeu. Déjà, la marque de la French Tech a pris un essor énorme en 10 ans. Ça, c'est une réussite. C'est vrai que sur les différents éléments, on ne peut qu'espérer que ça progresse. Donc, sur les perspectives de 2022, on voit bien tous les champs. Si on parle pour finir en fait des éléments qui sont à l'agenda de la French Tech là sur les 2-3 prochains mois, on a parlé en fait de ce plan, donc le plan 2030. Quels sont les grands rendez-vous à ne pas rater ou en tout cas à avoir en tête? Donc dans les prochaines semaines, on aura la nouvelle promotion du Next 40 French Tech 120, donc qui est notre programme phare, le premier programme d'accompagnement de la mission French Tech qui va être dévoilé. Avec des critères qui ont changé, parce que tout le monde se dit mais comment ça marche, voilà. Donc est-ce qu'on garde à peu près une même permanence des méthodes? On garde les mêmes critères, donc c'est vraiment des critères d'hypercroissance et de levée de fonds. Okay. Donc il s'agit des entreprises qui ont démontré une certaine puissance économique, donc qui sont plutôt des entreprises late stage pour ceci, et qu'on accompagne, comme je le disais, grâce à nos account managers et grâce au réseau des 60 correspondants de la French Tech. Donc ça, c'est très très bientôt. Les prochaines actualités, après donc l'annonce du guichet des startups industrielles la semaine dernière, on espère pouvoir annoncer tout justement ce dispositif qu'on voudrait mettre en place pour soutenir le plan France 2030. Et enfin, et ce n'est pas last but not least, comme on dit en anglais, toute la dimension européenne qu'on a rapidement mentionnée, mais qui est extrêmement importante. On a depuis le 1er janvier la présidence française de l'Union européenne et c'est une très belle opportunité. Depuis mars 2021, il y avait eu tout un groupe de travail lancé par le président qui s'appelle Scale Up Europe. Certaines des étapes ont eu lieu à Station F, qui avait rassemblé à peu près 200 grandes startups européennes de tous les pays européens pour travailler sur des sujets communs. Il en est ressorti 4 problématiques. La problématique des talents, finalement, ça c'est la même partout. En fait. Tout à fait. La problématique du financement, et notamment comment est-ce qu'on peut créer des géants du financement à l'échelle européenne, parce qu'on en a parlé, une grande partie des levées late stage aujourd'hui viennent surtout des acteurs américains et asiatiques. La deep tech, on en a parlé aussi, ça c'est un sujet européen, et la relation avec les grands groupes. Donc dans les prochaines semaines, on va aussi pouvoir avancer et annoncer des avancées sur ces sujets avec certains événements dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Très bien, merci pour ces plans là qui vont arriver très très prochainement. Il me reste à te remercier. Donc nous étions avec Clara Chapaz dans le podcast Grow Fast Now What. À très bientôt et n'hésitez pas à écouter les épisodes précédents. Merci Franck.